Je vous vois, vous vous dites, ça y est, c'est reparti, elle va encore nous demander de financer TV Liberté. Bien mes amis, je ne vais pas vous mentir, vous avez tout compris. Et la raison est très simple. Nous avons besoin de vous, de votre soutien, de votre engagement pour nous faire connaître, mais aussi de votre don pour continuer notre mission. C'est le seul gage de notre liberté et c'est cette liberté qui a fait notre succès et qui fait que vous êtes encore là à m'écouter ce soir. Ce succès, c'est aussi le fruit de notre intégrité et je vous le dis sans rougir. Sur TVL, pas de bourrage de crâne avec les sketchs de Zelensky ou les laïus sur les piqûres de Pfizer promus par McKinsey. Ayez d'ailleurs à l'esprit que ces relais de fake news adoubés par le pouvoir sont financés par vos impôts. Sur TV Liberté, nos programmes sont en accès libre pour tous. Et cette formule est uniquement possible si vous tous nous soutenez financièrement. Un soutien que vous pourrez déduire en partie des impôts que vous versez à cet État défaillant et prédateur. Car aider TVL, c'est être rebelle, c'est ne plus se contenter de subir, de regarder, de consommer. Aider TVL, c'est agir. Alors agissez et donnez à TV Liberté. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro du samedi politique de l'année. Et je vous l'avais promis, pour ce dernier numéro, c'est le retour de Sylvain Ferreira, que vous avez tant apprécié il y a quelques mois. Nous allons donc refaire le point sur le conflit en Ukraine, stock d'armes et de munitions, effectifs humains, manœuvres sur le terrain, perspectives de paix. Nous allons minutieusement disséquer tous les fondamentaux de cette guerre qui s'éternise pour le plus grand malheur des populations. Mais avant toute chose, je compte sur vous, comme toujours, pour aider à la diffusion de cette vidéo. Cliquez sur le pouce en l'air, partagez à vos amis éveillés, mais aussi aux endormis. Et puis surtout, très important, laissez vos commentaires juste en bas de cette vidéo. J'y réponds au mieux. Et puis Sylvain Ferreira s'était également prêté au jeu la dernière fois, alors n'hésitez pas. Et puis la toute dernière chose, vous savez que TVL n'est pas en odeur de sainteté sur YouTube. Alors pensez à vous abonner à nos notifications et surtout vérifiez que vous n'avez pas été désabonné sans le vouloir. Allez, c'est parti. Bonjour Sylvain Ferreira. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur TVL. Merci, malgré la distance, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous présente à nouveau. Vous êtes historien militaire. Vous avez récemment publié La bataille de Marioupol. C'est aux éditions Caractère. On en avait beaucoup parlé lors de la première émission que nous avons fait ensemble. Les téléspectateurs peuvent toutefois toujours acquérir le livre sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. D'ailleurs, il l'avait beaucoup fait, me semble-t-il, après la première émission qui avait été un succès. Sylvain Ferreira, nous sommes maintenant à 10 mois après le début du conflit, enfin du moins depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine. Pour commencer, si vous voulez bien, on va essayer de faire un peu l'état des lieux, de comprendre où se situent aujourd'hui les combats sur le territoire et surtout, quelle forme ont-ils désormais pris ? Alors aujourd'hui, les combats se concentrent essentiellement dans le Donbass, sur les secteurs donc, de l'oblast de Lugansk et de Donetsk. On a eu jusqu'à il y a à peu près une dizaine de jours des chassés-croisés, va-t-on dire, avec dans le secteur de l'oblast de Lugansk, entre Kremena et Kupiansk, encore pas mal d'attaques locales ukrainiennes pour tester le dispositif russe. Dans le même temps, au sud, jusqu'à Donetsk, on avait beaucoup d'activités uniquement du côté russe, cette fois-ci, avec pas mal d'actions offensives, notamment, et on va en reparler sur Bakhmut. On a eu aussi fin novembre, pardon, on a eu aussi des actions un petit peu dans le secteur de Zaporozhye, du côté d'Ougledar. Aujourd'hui, ça semble s'être un petit peu calmé, mais on voit qu'il y a des nouveaux combats depuis 2 jours avec des nouvelles concentrations de troupes. Et par contre, le secteur où les combats sont complètement éteints, c'est le secteur de Kherson,
depuis l'évacuation par l'armée russe de la rive droite du Dniepr. Hein, la seule chose qui se déroule là-bas, c'est soit du côté ukrainien la chasse aux civils qui auraient collaboré avec l'armée russe. On a appris ça ces dernières semaines, et cette semaine notamment, il semblerait qu'il y ait eu une vingtaine de personnes qui ont été exécutées par le SBU pour collaboration. L'info reste à confirmer. Et puis, par contre, ben, ce qu'on pouvait s'attendre, hein, c'est que l'armée russe bombarde la ville de Kherson, qui est désormais quasiment une ville fantôme, puisque les Ukrainiens n'y ont trouvé absolument rien en état, et donc il n'y a pas possibilité de s'y installer, et surtout pas pour l'hiver. Voilà, donc les combats sont concentrés surtout sur le Donbass, et sont maintenant, depuis 10 jours, concentrés principalement sur Bakhmut. Alors avant de revenir à Bakhmut, dont on va parler longuement un peu plus tard dans cette émission, restons justement sur Kherson, puisque c'est une des quatre provinces, un des quatre oblasts qui a été amené à voter à ces fameux référendums de rattachement ou d'annexion, selon le point de vue que l'on souhaite adopter. Du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, parce qu'ils ont voté en faveur du rattachement ou de l'annexion, mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de Russes. Alors, il n'y a plus de Russes sur la rive droite du Dniepr, hein, ce n'est pas dans l'oblast de Kherson. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'oblast Et la ville. et la ville, ce que contrôlait de l'oblast l'armée russe, hein, dans sa majorité, se trouve sur la rive sud du Dniepr, et donc les Russes en sont toujours maîtres aujourd'hui. Les Russes ont choisi, on l'avait évoqué la dernière fois, l'option du repli par rapport au risque d'inondation qui pesait sur le secteur et les problèmes logistiques que ça aurait posé. C'est un repli qui s'est opéré en bon ordre, hein, on l'avait évoqué au cours de certaines éditions du journal quotidien. Et donc, les Ukrainiens sont arrivés dans un terrain qui est aujourd'hui complètement inhabitable, complètement inexploitable, et le franchissement du Dniepr apparaît comme étant totalement impossible aujourd'hui, parce qu'on a 4 lignes de fortification sur plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur qui sont maintenant installées durablement. Donc, ça paraît être une situation de statu quo qui va durer. Mais alors, Après, pour les, comment on peut interpréter ça? Parce que si c'est des territoires qui ont été officiellement annoncés, annexés comme l'a annoncé Vladimir Poutine, c'est un peu difficile de s'y retrouver quand même sur ce territoire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée russe, depuis qu'elle est passée sous le commandement du général Surovikin, a décidé d'opérer de manière pas seulement politique, mais aussi de manière à préserver l'outil militaire qu'est l'armée russe en l'état, hein, tel qu'il est, tel qu'il était au mois de novembre et tel qu'il est aujourd'hui. L'objectif, c'est d'échanger, si c'est nécessaire, du territoire contre la préservation de l'outil militaire avant toute chose. Hein, on est à l'inverse de ce que font les Ukrainiens, c'est-à-dire que les Ukrainiens préfèrent tenir coûte que coûte le terrain depuis le début de la guerre, hein, quel qu'en soit le prix humain. Donc on a vu à Mariupol, ça leur a permis pendant un certain temps de maintenir des forces russes autour de Mariupol, mais ça leur a coûté près de 8500 hommes, peut-être un peu plus. À Severodonetsk et Lysychansk, c'est exactement la même chose qui a eu lieu. Hein. Ça leur a probablement coûté au minimum 15 000 hommes, hein, alors perte globale, hein, tués, blessés, prisonniers, etc. Et à chaque fois, on voit qu'ils vont répéter, enfin qu'ils répètent la même chose aujourd'hui à Bakhmut. Les Russes, eux, sont dans une autre dynamique. S'il faut abandonner du terrain temporairement, il faut être très clair, les oblasts ayant été effectivement rattachés à la Fédération de Russie par référendum, il ne faut pas se leurrer. L'armée russe refranchira à un moment ou un autre le Dniepr d'une manière ou d'une autre. Hein, ce ne sera pas forcément par le secteur sud de l'oblast, hein, ça pourra peut-être arriver par l'est, hein, par Krivoï Rog par exemple, et ils récupéreront ce territoire, ça, il faut en être certain. Ou peut-être le récupéreront-ils autour d'une table de négociation. Mais ils n'abandonneront pas, effectivement, un territoire qui a été déclaré russe par les référendums et ensuite par le processus politique engagé par Vladimir Poutine. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Sylvain Ferreira, vous avez écrit un ouvrage sur la bataille de Mariupol qui s'est donc déroulée entre février et mai 2022. Vous avez dit que c'était le point chaud finalement de ce conflit en Ukraine dans un premier temps. Aujourd'hui, on pourrait considérer peut-être que Bakhmut a pris la suite de Mariupol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où en sont les combats en ce moment dans cette ville et ses alentours, et quelle est la symbolique, j'allais dire, de cette bataille de Bakhmut?
Alors, Bakhmout est effectivement en train de prendre la place qu'avait Mariupol au début de la guerre, hein, au début de l'opération militaire spéciale. Comme je viens de le dire, donc les Ukrainiens ont décidé de la tenir à tout prix, hein, et à tout prix, donc d'abord par la vie de leurs soldats, et puis aussi par l'engagement massif de matériel à leur disposition. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que comme pour Mariupol, ça devient vite un enjeu symbolique et politique, c'est-à-dire on ne cède pas un seul pouce du territoire ukrainien, même si je le rappelle, hein, Bakhmout, c'est comme Kherson hein, pour un Russe, hein, c'est maintenant le territoire de la Fédération de Russie, et donc les Russes ont envie de le libérer si on reprend leur terminologie. Et donc, alors en plus de ce côté symbolique, on va y trouver un verrou stratégique de toute la partie nord de l'oblast de Donetsk, hein, et peut-être même d'une partie de la moitié sud, parce que si ce verrou saute, il semblerait que les lignes de résistance ukrainiennes suivantes se trouvent à plusieurs kilomètres dans la profondeur, et ça permettrait donc aux Russes, entre guillemets, de se répandre soit vers le nord, soit vers le sud, pour envelopper les défenses de l'armée ukrainienne, soit dans le secteur de Seversk au nord, soit jusqu'à Donetsk au sud. Et donc là, ça permettrait une libération d'un seul coup beaucoup plus rapide de la partie de l'oblast de Donetsk qui reste toujours à libérer pour les Russes. Donc, des deux côtés, on a intérêt, hein, malgré tout ce qu'on nous raconte comme ineptie ici en France, et même en Occident en général, parce qu'on nous a dit non, 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 c'est pas important pour les Ukrainiens, c'est pas stratégique, et puis on nous dit en même temps que les Ukrainiens y engagent quasiment toutes les réserves qui sont disponibles. Alors, il faudrait savoir, parce que si la ville est importante, on n'y engage pas toutes les enfin, on lui engage toutes les réserves. Si elle n'est pas importante, on ne les engage pas. Bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est au cœur. Hein, c'est que si cette ville tombe, on va avoir du côté russe, bien sûr, une victoire médiatique et politique comme à Mariupol, et on risque d'avoir des effets militaires assez intéressants pour culbuter le reste des défenses ukrainiennes dans la région. Alors, il y a une particularité, il semble, sur cette bataille de Bakhmout, ce sont les forces qui sont engagées de part et d'autre, et notamment la milice tant affectionnée par les médias occidentaux, j'allais dire, pour en dire plutôt du mal, la fameuse milice Wagner côté russe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quoi il s'agit? Alors déjà, c'est pas la milice Wagner, hein, la terminologie, c'est une société militaire privée russe hein, qui a été créée au début des années 2010, hein, en 2013 de mémoire. Son objectif a d'abord été de soutenir l'effort de l'armée russe, alors à la fois déjà dans le Donbass, hein, pendant la partie 2014, 2015-2016 maximum, et puis surtout l'effort russe au Moyen-Orient et en Syrie en particulier. Donc on a affaire à des gens qui sont les pendants de ce qu'a été Blackwater aux États-Unis à partir du début du siècle, hein, et qui ont à peu près la même réputation sulfureuse que Blackwater dans leurs activités. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne s'embêtent pas de droit, de morale ou ce genre de choses, hein. Ils sont assez brutaux, ils sont assez expéditifs, mais ils sont aussi assez efficaces, il faut le rappeler. Donc, C'est ce qu'on appelle des Bakhmut, mercenaires, finalement. ah oui, tout à fait. Ce sont des mercenaires, comme l'armée française en a produit en son temps pour faire son travail dans notre ancien empire colonial, hein. On se souvient de cette grande figure qui était Bob Denard notamment. Donc tous les États ont utilisé à un moment ou à un autre des mercenaires. Vous avez d'ailleurs fait une excellente émission sur ce sujet, je crois, et notamment sur Bob Denard. Donc Absolument. Sur passé présent. voilà, exactement. Donc là, aujourd'hui, les gens de Wagner s'occupent de ça. On leur a confié le secteur de Bakhmout il y a déjà un long moment. Hein. C'est pas arrivé là depuis que les caméras sont fixées sur la ville. Ça fait depuis vraisemblablement la fin de l'été qu'ils sont à l'œuvre de manière en plus progressive. Hein. C'est-à-dire que leurs effectifs ont augmenté, leurs moyens ont augmenté, parce que quand on parle société militaire privée, il ne faut pas croire qu'il ne s'agit effectivement que, comme à l'époque de la décolonisation, de fantassins légers d'élite. Là, on a affaire à des gens qui ont de l'artillerie, qui ont même des avions de combat et des avions d'attaque au sol, enfin, des hélicoptères. C'est vraiment une petite armée dans l'armée qui est à la disposition des forces russes aujourd'hui.
et on pense qu'ils ont désormais atteint un effectif qui serait pas loin des 10 000 hommes au total, hein. Alors tout ça reste à vérifier parce que vous imaginez qu'autour d'eux, il y a une espèce de voile d'opacité pour qu'on en sache le moins possible, sinon que ce sont des gens féroces et efficaces, mais pour les détails, c'est beaucoup plus Bien sûr. compliqué à obtenir. Donc aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'œuvre. Donc comme je viens de le dire, ils sont à l'œuvre depuis la fin de l'été. Ils ont échoué une première fois à prendre Bakhmout, hein. On leur a confié cette mission de prendre la ville une première fois au mois d'octobre. Vraisemblablement, ça n'a pas marché. Ils ont pourtant atteint une partie beaucoup plus importante de la ville que celle qu'ils contrôlent aujourd'hui. Mais ils ont été chassés par des contre-attaques ukrainiennes dans des combats de rue vraiment très, très intenses, qui sont là encore sur le modèle de ceux de Mariupol, hein, c'est-à-dire avec quelques chars, quelques véhicules blindés qui appuient des fantassins et puis beaucoup de drones qui peuvent permettre à l'artillerie d'intervenir très rapidement et de détecter les mouvements de l'adversaire. On retrouve tout le combat urbain qu'on a eu à Mariupol. Cet échec initial du mois d'octobre a donc forcé vraisemblablement Wagner à changer sa stratégie d'approche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont plus dans une attaque, on va dire, frontale de la ville elle-même, mais plutôt une tentative de destruction du dispositif autour de la ville pour essayer de l'encercler. Et ça semble plus ou moins bien fonctionner aujourd'hui, hein. C'est au début du mois de décembre, ils ont eu notamment dans le sud des succès assez intéressants. Ils ne sont pas seuls, hein. Ils sont appuyés au nord par la milice de la République populaire de Lugansk et au sud par celle de Donetsk. Il semblerait que certains éléments des parachutistes russes sortis donc de Kherson soient déjà venus les renforcer, mais ça, il n'y a pas d'informations claires encore aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est aussi un point de fixation, bien sûr, pour les Russes, hein, que d'essayer de prendre cette ville, de communiquer autour de la prise de cette ville. Et pour Wagner, c'est un outil publicitaire pour continuer son recrutement, hein, qui n'est pas négligeable, parce qu'effectivement, si la ville tombe, on en donnera tous les lauriers, vraisemblablement, à Prigogine, hein, le patron de Wagner, qui est un intime de Vladimir Poutine et qui, selon certaines mauvaises langues, verrait d'un très bon œil pour ses intérêts dans les jeux de pouvoir en Russie, le fait de pouvoir s'emparer de cette ville avec ses mercenaires. Voilà ce qu'on peut dire du côté russe. On Face peut à eux, c'est peut-être l'armée. revenir sur le recrutement de ces Wagner, puisqu'on a beaucoup parlé du fait que parmi eux, certains étaient tout simplement sortis de prison pour aller combattre, alors qu'ils avaient quand même tous écopé de peines plutôt lourdes. Oui, alors il y a eu au milieu de l'automne une campagne de recrutement qui a été organisée donc par Wagner avec l'autorisation du procureur général de la Fédération de Russie pour proposer à des prisonniers qui pouvaient avoir jusqu'à, pour certains, une peine de 15 ans de prison, la possibilité de se racheter en participant donc à l'opération militaire spéciale, selon la terminologie russe, au sein de Wagner. Alors, nous n'avons aucune information sur le nombre précis de prisonniers qui ont accepté ce deal, ce marchandage, hein. On sait qu'il y en a eu quand même, semble-t-il, plusieurs centaines. Ce qu'il faut savoir, c'est que Wagner est connu pour son professionnalisme, hein. Ce ne sont pas des gens qu'on engage comme ça sur des théâtres d'opération uniquement pour servir de chair à canon. Ce sont des gens qui sont soumis à un entraînement très poussé. Il y a eu pas mal d'images qui sont passées sur les réseaux Telegram russes justement à cette occasion. Entraînement au tir sous tir à balles réelles, hein, c'est-à-dire que vous apprenez à tirer, mais en vous faisant tirer dessus en même temps, à ramper, etc. Enfin bref, c'est pas la colonie de vacances, c'est pas un centre éducatif fermé, si vous voyez ce que je veux dire, pour jeunes délinquants qui auraient raté l'après-match de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. On n'est pas du tout à ce niveau-là. On sait que certains ont déjà été, entre guillemets, graciés par le sang, c'est-à-dire qu'on a vu des images de 3 blessés, dont 2 avaient subi, si ma mémoire est bonne, des amputations partielles, et auxquels on a offert donc le pardon qui a été promis dans le marchandage entre le procureur général de la Fédération Russie et Wagner, et qui permet donc à ces hommes de retrouver la liberté et leur honneur, hein, puisque leur peine est effacée.
Certains parmi les blessés ont déjà dit qu'ils retourneraient au front pour défendre la mère patrie. Alors là, on est bien sûr dans la propagande Bien sûr. pro-russe, hein. Il n'y a aucun moyen de le vérifier. Tout ça étant orchestré par Wagner, enfin Wagner, par l'organisation elle-même. Donc c'est très compliqué de démêler le vrai du faux et de démêler le nombre de combattants qui sont vraiment présents sur le terrain. Un dernier point, on a vu des Wagnérites, hein, puisque c'est comme ça que certains les appellent, ou des Wagnériens, se filmer sur le terrain près de Bakhmout en disant qu'ils étaient fiers, hein, donc je parle bien de prisonniers une fois encore, qu'ils étaient fiers de se battre pour la mère patrie et qu'ils étaient vraiment disponibles pour continuer le combat pour la Russie dans cette région d'Ukraine. Voilà, donc tout ça est à prendre avec des pincettes, mais on a vu ces choses-là sur les réseaux sociaux. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que c'était des combattants aguerris, et je vous cite, ce n'est pas de la chair à canon. Est-ce que toutefois Moscou s'en sert pas quand même un peu comme chair à canon? Alors, c'est très facile de sombrer dans cette terminologie parce qu'elle répond à celle de Wagner elle-même. C'est ma C'est-à-dire que spécialité. oui, non mais c'est très intéressant parce que Prigogine a dit Bakhmout c'est le hachoir à viande, hein, c'est son terme tel qu'on l'a traduit en français, ça va être le hachoir à viande de l'armée russe, de l'armée ukrainienne par l'armée russe, pardon. Et donc de l'autre côté, la propagande occidentale a dit bah oui, mais donc les Wagnerites sont utilisés comme de la chair à canon dans des assauts insensés, etc., etc. C'est très difficile d'estimer ça du côté russe parce que du côté russe les images qu'on peut voir montrent toujours la même chose comme à Mariupol, c'est-à-dire une grande utilisation de la puissance de feu de l'artillerie russe qui est colossale par rapport aux moyens de l'artillerie ukrainienne. Je rappelle que, donc, comme je l'ai précisé, Wagner dispose d'unités d'artillerie en son sein, mais bien évidemment, l'artillerie russe soutient son action, là encore, sur le front. Donc, elle est à environ 8 à 9 tubes d'artillerie pour un tube ukrainien, selon les estimations les plus optimistes et selon les plus pessimistes, de 6 à 7 tubes hein, en faveur de l'artillerie russe. Donc les combattants de Wagner sont soutenus par une telle puissance de feu qu'il est très difficile d'imaginer qu'on va les envoyer comme ça au casse-pipe en sachant qu'ils vont se faire tuer. Hein, c'est peut-être possible dans certains moments, parce qu'il faut à tout prix prendre un bâtiment, il faut à tout prix prendre une position particulière, et là, on va prendre des risques supplémentaires, mais ça ne correspond pas à la méthodologie tactique qu'emploient les Russes depuis Mariupol. Donc, je ne vois pas pourquoi, là, d'un seul coup, les choses changeraient, sinon pour tenter de répondre à la propagande qui se fait du côté russe, et c'est uniquement comme ça que je l'interprète aujourd'hui. On l'a compris, c'est Wagner intéresse, passionne, attise beaucoup d'interrogations et peut-être même de haine de la part des Occidentaux. En revanche, on parle moins du pendant de Wagner, les Mozart. Oui, alors on en parle moins parce que déjà, premièrement, donc les Mozarts sont beaucoup moins nombreux, hein. C'est-à-dire que même si on n'a pas les chiffres sur Wagner, c'est sûr qu'il s'agit de plusieurs milliers de soldats, de mercenaires. Pour Mozart, les chiffres qui sont donnés aujourd'hui par Mozart et puis par les journalistes occidentaux, c'est qu'il s'agit d'une trentaine, d'une cinquantaine de personnes uniquement qui sont arrivées en Ukraine comme d'abord instructeurs, hein, c'est des gens qui appartiennent pour la majorité aux forces, enfin qui appartenaient pardon aux forces spéciales américaines et peut-être britanniques, mais sûrement américaines, qui sont emmenés par donc l'un de leurs fondateurs, hein, le colonel Milburn, qui est un ancien du corps des Marines des États-Unis. Et donc, officiellement, eux-mêmes déclarent qu'ils ne sont venus que pour aider à l'instruction des troupes ukrainiennes, hein, pour leur faire part de leur savoir-faire extrêmement intéressant, bien évidemment. Simplement, on a du mal à imaginer que ces gens-là, étant présents sur la ligne de front, des vidéos l'attestent, des vidéos faites par eux-mêmes, hein, pas par les Russes, hein, c'est pas des montages. On a du mal à imaginer qu'ils fassent pas le coup de feu à commencer pour défendre leur vie, hein, parce que Bien vu sûr. les combats et l'intensité de ce qui se passe là-bas, on a du mal à se dire qu'ils aient la possibilité de se concentrer uniquement sur l'instruction, hein. Généralement, quand on veut instruire les troupes, on le fait à quelques 20 ou 30 kilomètres du front pour éviter les problèmes de tir d'artillerie ou ce genre de choses. Donc là, c'est pas le cas.
je pense qu'ils sont obligés de participer au combat. Et ce qui est intéressant, c'est le témoignage que l'ancien colonel Milburn a pu donner à Newsweek, hein, c'est que grâce, entre guillemets, à cette interview, on a eu des données très intéressantes sur la nature des combats et aussi sur la nature des pertes ukrainiennes, hein, parce qu'il a expliqué que certaines unités ukrainiennes avaient subi jusqu'à 70% de pertes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une armée otanisée, quand vous êtes à 10, 12, 15% maximum de pertes, l'unité est retirée du feu, retirée de la ligne de front. Là, on a laissé des unités ukrainiennes fondre littéralement sous le feu de l'artillerie russe, il faut le dire clairement, hein, très peu sous le feu de l'infanterie ou des chars, mais globalement sous le feu de l'artillerie russe, au point qu'on ne les a retirés qu'après avoir encaissé 70% de pertes, ce qui est colossal, ce qui ne correspond pas aux habitus des armées de l'OTAN. Et donc, il nous a expliqué ça, il nous a expliqué tous les problèmes d'acheminement des munitions, il nous a expliqué tous les problèmes d'évacuation des blessés. Bref, si Bakhmut n'est toujours pas tombé ni encerclé de manière physique, on peut estimer que sa garnison est dans une situation qui est de plus en plus précaire, même si cette semaine, on a réussi à relever une partie des unités qui avaient subi ce taux d'attrition absolument phénoménal. Alors justement, Sylvain Ferreira, ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques instants Jacques Beau, un ancien colonel de l'armée suisse qui était dans les renseignements. Il parle justement des pertes ukrainiennes, non pas seulement pour Bakhmut, mais depuis le début du conflit. Lorsqu'il y a eu des offensives ou ce qu'on appelait contre-offensives ukrainiennes dans différentes zones, qu'elles ont été repoussées, les Russes ont offert la possibilité aux Ukrainiens de récupérer leurs morts. Et l'armée ukrainienne a refusé d'aller les chercher. On peut interpréter ça de différentes manières, et ça s'est vu à plusieurs reprises. Il y a eu ça dans la région de Kharkov, il y a eu ça dans la région de Kherson aussi, et ça peut s'interpréter de différentes manières, mais une des manières pourrait être que les Ukrainiens ont des pertes qui sont considérablement plus importantes que ce que nous disent nos médias, et que l'Ukraine, et notamment Zelensky, est convaincu, et peut-être pas à tort, d'ailleurs, que si les Occidentaux, si les opinions publiques occidentales connaissaient le taux de perte des Ukrainiens, ils n'accepteraient plus de soutenir l'Ukraine. Non pas qu'ils n'aiment pas l'Ukraine, mais parce que les opinions publiques diraient qu'il faut arrêter ce massacre. Alors, cette déclaration, Sylvain Ferreira, est très intéressante. Elle tranche radicalement avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. On a le sentiment, finalement, qu'on nous ment précisément pour continuer à soutenir l'Ukraine à ses dépens. Alors, on va d'abord parler des Ukrainiens avant de parler du nous. On ment aux Ukrainiens d'abord pour une raison qui est abjecte. Il faut expliquer pourquoi on cache ces chiffres aux Ukrainiens d'abord, parce que c'est d'abord eux qui sont concernés. On leur cache ces chiffres parce que derrière chaque mort de l'armée ukrainienne, vous avez un devoir pour l'État ukrainien de payer des pensions, et éventuellement même pour certains soldats qui avaient des assurances vie ou ce genre de système de protection, on a des gens qui doivent être payés, des familles, des tiers, des pères, des mères, des femmes et même éventuellement malheureusement des enfants qu'il faut prendre en charge. Et donc aujourd'hui, et ça on l'a relevé avec Régis de Castelnau depuis cet été, on a une volonté délibérée de l'armée ukrainienne de cacher ces chiffres en cachant les cadavres. C'est pas simplement de ne pas comptabiliser les gens en disant ils sont morts, mais c'est qu'effectivement, on ne veut pas ramasser les corps parce qu'à chaque corps qui est ramassé, l'armée russe, le faisant, elle transmet les données. Les Russes, depuis le départ, dès qu'ils ont des morts ukrainiens dans leur zone de combat, ils relèvent les identités, ils en font la publicité pour dire bah, regardez, on a bien tué tant de gens, ça c'est de bonne guerre, comme on pourrait dire. Et puis ensuite, ils communiquent au gouvernement ukrainien les identités des gens. Et on voit bien que du côté de Kiev, on ne veut pas les reconnaître parce que bien sûr,
il y a la communication, comme vous venez de le dire, vis-à-vis de l'Occident. Si on sait que les pertes ukrainiennes sont donc de plus de 100 000 morts aujourd'hui, hein, comme ça semble être le cas si on écoute Madame von der Leyen, hein, qui est une source sûre, hein, puisque c'est quand même la présidente de la Commission européenne, hein, quelqu'un de sérieux. Euh, si on admet ce chiffre-là, qui est le chiffre à minima de tous les experts occidentaux sérieux, hein, quand vous écoutez les experts américains, ils disent que 100 000 morts, c'est le minimum. Vous avez sur cette proportion, on l'a appris en milieu de semaine, par le biais d'un groupe de hackers, on a 35 000 portés disparus qui ne sont pas reconnus et comptabilisés par l'armée ukrainienne et par le gouvernement de Kiev. C'est-à-dire plus d'un tiers des pertes qui ont été infligées à minima à l'armée ukrainienne. Donc 35 000 hommes, je vous laisse faire le calcul du nombre de pensions que ça fait économiser à l'État ukrainien, qui est déjà un État failli, hein, qui encore aujourd'hui a été reconnu comme étant le deuxième État le plus failli en termes de corruption du monde. Hein, donc voilà, on est face à ces problématiques-là. Et ensuite, il y a cette communication vers l'Occident, parce que, comme le dit le colonel Beau, si on dit aux Occidentaux qu'il y a 100 000 morts, et probablement plus, et qu'à Bakhmout, ça continue de jour en jour, les Occidentaux vont dire, mais à quoi bon? À quoi bon? Ces gens, on les fait massacrer, pourquoi? Quel est l'objectif final? Sinon de vider l'Ukraine de ses habitants. Voilà. Et alors justement, est-ce qu'on connaît la part de civils touchés par cette guerre directement et qui a perdu la vie à cause de la guerre? Alors aujourd'hui, il y a plus d'estimation sur les populations civiles. C'est ça qui est très intéressant dans le discours ukrainien. C'est-à-dire qu'on a des données comme ça, comme hier, par exemple, vu qu'il y a encore eu un raid avec les drones les drones iraniens par l'armée russe. On vous dit qu'il y a eu 2 ou 3 morts par-ci, par-là, parmi les civils. Moi, je suis toujours très, très intéressé par les chiffres que donne Madame von der Leyen, hein, puisque c'est la patronne de notre chère Commission européenne. Elle nous dit, sans scier, il y a 20 000 civils ukrainiens qui ont été tués. Alors là, moi, je bondis un peu sur mon fauteuil. Je me dis, mais Madame von der Leyen, mais attendez, j'ai un problème parce que moi, dans mon livre sur Mariupol, les données qui m'ont été communiquées par les différentes archives de tous les côtés, hein, enfin surtout du côté occidental, c'est 20 000, même 22 000 morts à Mariupol, seul dans la population civile. C'est-à-dire que le maire adjoint de Mariupol, à la fin des combats, nous dit qu'il y a 22 000 morts à Mariupol. Et Mme von der Leyen nous dit il y a 15 jours, il y a 20 000 morts dans toute l'Ukraine. Alors là, je ne sais plus, enfin parmi les civils, entendons-nous bien. Donc là, je ne sais plus qui croire. Hein. Je pense vraisemblablement qu'on est effectivement plus proche d'un chiffre comme celui que Mme von der Leyen a donné en étant bien stupide de le faire, parce que, bien évidemment, ça engage chez des gens un peu sérieux une réflexion, puis tout de suite un étonnement, hein, et on se dit on nous a menti donc sur tout ce qu'on nous a raconté sur les méthodes de combat de ces salauds de Russes, hein, pour reprendre la terminologie de certains experts de plateau. 20 000 morts en 10 mois, c'est terrible pour les gens qui sont impactés, pour les familles qui restent derrière, mais ce n'est rien du tout à l'échelle déjà du pays qui est attaqué, des enjeux qui sont sur la table et des combats qui sont menés de part et d'autre. Hein. Ce sont des pertes qui restent, il faut le dire, très faibles, tout aussi insupportables qu'elles soient pour ceux qui les ont subies. Donc finalement, si je vous suis, d'une certaine façon, on minimise considérablement les pertes de l'armée ukrainienne pour continuer à livrer la guerre et on maximise les pertes civiles pour, j'allais caricaturer, parce que ces pauvres gens n'y sont pour rien, mais pour faire pleurer dans les chaumières et continuer Exactement. À susciter le soutien des Occidentaux. Exactement. Et il faut rajouter l'élément pour faire passer les Russes pour des salauds qui tirent de manière indistincte sur leurs cousins ukrainiens, alors qu'on sait pertinemment que s'il n'y a effectivement que 20 000 morts, c'est parce que l'armée russe a décidé d'employer des méthodes qui ne sont pas celles de l'armée américaine ou de l'OTAN, qui en Serbie, qui en Libye, qui en Irak, hein, où là, le nombre de pertes civiles a été bien plus élevé sur des périodes équivalentes quand il était question d'envahir ces 3 pays ou de les bombarder. Alors, il faut toutefois dire que, comme vous nous l'aviez expliqué lors de la première émission, il y a bien eu 2 temps, on va dire, dans ce conflit ukrainien depuis février
2022, on va dire avant le début de l'automne et après le début de l'automne, ce qui coïncide avec l'arrivée du général Sorovikin que vous avez évoqué tout à l'heure. Depuis, l'armée russe a décidé de cibler tout particulièrement les centres énergétiques ukrainiens, ce qui a des conséquences directes pour la population, notamment celle de la privée d'électricité et de gaz, donc de lumière et de moyens de se chauffer, alors même que l'hiver est déjà très présent en Ukraine et que les températures sont très basses. D'ailleurs, on l'a vu lors de la conférence de Paris, Zelensky a parlé de terreur énergétique, il l'a répété à maintes reprises, on a bien vu que c'était un élément de langage qu'il fallait faire rentrer dans les cerveaux. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, justement, quand vous parlez des bombardements américains sur la Yougoslavie? Est-ce qu'on pourrait cette fois faire un peu une comparaison? Mais c'est pas on pourrait, il faut faire la comparaison. C'est-à-dire que l'armée américaine avec l'OTAN, dont l'armée française, a participé à une opération équivalente, et de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus longue, dans la durée que ce que font les Russes aujourd'hui sur Belgrade et sur l'ensemble de la Serbie. Il faut appeler un chat un chat. Et on a retrouvé les déclarations du porte-parole de l'OTAN de l'époque qui justifiaient ces bombardements sur les infrastructures en disant mais si les Serbes veulent à nouveau de l'eau, il faut qu'ils dégagent Milosevic. Eh bien, les Russes disent à peu près la même chose. Si les Ukrainiens veulent du chauffage, ils dégagent non pas forcément Zelensky, mais ils dégagent l'OTAN et les États-Unis d'Ukraine et ils auront très vite à nouveau du gaz et de l'électricité. C'est aussi simple que ça. Il n'existe pas dans l'art de la guerre moderne d'autres moyens que de faire plier l'adversaire avec ce genre de choses. Il faut bien comprendre que le réseau de chauffage et le réseau électrique, ils ne concernent pas que les civils, ils concernent aussi toutes les infrastructures qui aident l'armée ukrainienne à combattre. Donc, il faut les détruire pour que l'armée ukrainienne cesse de pouvoir combattre dans de bonnes conditions. Ça impacte par rebond les civils, mais pas par destination. On n'est pas dans des bombardements de terreur des populations, comme voudraient nous le faire croire certains à la télévision en Occident et notamment en France. Alors justement, ça tombe bien, ça va faire mon lien. On va écouter Emmanuel Macron qui a pris la parole évidemment pendant la conférence de Paris, où il était très fier de pouvoir réunir autour de lui une conférence Solidarité pour l'Ukraine. La Russie, dont les faiblesses au plan militaire ont été exposées au grand jour, a opté pour une stratégie cynique visant à détruire les infrastructures civiles en vue de mettre l'Ukraine à genoux. Et ces frappes, qui visent ouvertement les populations et les infrastructures civiles, ces frappes dont la Russie avoue ouvertement qu'elle ne vise qu'à saper la résistance du peuple ukrainien, constituent des crimes de guerre. Elles violent sans aucun doute possible les principes les plus fondamentaux du droit humanitaire. Alors là, on a vu avec Emmanuel Macron, donc lors de cette conférence de Paris, qu'il y a quelque chose d'assez intuitif qui fait partie du narratif occidental, qui est de dire les Russes frappent de plus en plus fort les Ukrainiens, notamment ces fameuses infrastructures énergétiques, parce que les Russes sont à l'os, parce qu'ils n'ont plus de munitions, parce qu'ils en sont à démonter les machines à laver pour faire des lance-roquettes, parce que, enfin, il y a toute une rhétorique qui est quand même pas très facile à comprendre. Alors, c'est vraiment une rhétorique qui n'est là que pour faire de la communication à l'égard des populations occidentales qui croiraient encore à ces fables, qui croiraient encore que la deuxième puissance mondiale est engagée dans un conflit avec peu de troupes par rapport à son potentiel, avec peu de moyens aussi par rapport à son potentiel global, et donc elle serait déjà arrivée, comme on pourrait dire, au bout de sa vie. C'est complètement fou, c'est complètement ridicule de nous dire ça. Aujourd'hui, l'armée russe continue de se renforcer. On sait qu'on est arrivé maintenant avec environ 200 000 hommes parmi les 300 000 qui ont été mobilisés, qui sont soit directement sur la ligne de front, soit qui sont juste en retrait sur les unités de soutien ou qui opèrent encore quelques confirmations techniques dans leur formation. On en a 100 000 qui vont achever leur mise à jour. On ne sait pas exactement sous quel délai, mais ça devrait plus trop tarder non plus maintenant. Je pense que début janvier ou plus tard, ce sera terminé.
Et quant aux problématiques de munitions, aux problématiques de missiles, aux problématiques techniques de matériel, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les images qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Russes livrent encore des nouveaux chars T-90, y compris aux troupes des anciennes républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk, hein, des T-90 qui arrivent flambant neufs. On a vu sortir des T-72 remis à jour avec de nouveaux systèmes de protection, de communication, de visée qui sont sortis des grandes usines d'Oralvagon-Zagod il y a à peu près 15 jours. Donc voilà, on voit que les Russes continuent d'utiliser des missiles balistiques quand ils estiment que c'est nécessaire. D'ailleurs, les dernières frappes ont commencé à frapper autre chose que les infrastructures énergétiques, hein. Celle d'hier et la fois d'avant, on a attaqué aussi le système de communication téléphonique, Internet, etc. Hein, donc on voit bien qu'on est aussi en train de changer en termes de qualité, ce qui augure d'une éventuelle offensive majeure de la part de l'armée russe, parce que si on commence à attaquer les systèmes de communication, c'est pas juste pour le plaisir. Je pense que c'était d'abord pour une phase d'évaluation et de test, mais que la prochaine fois, ce sera pour mettre l'armée ukrainienne dans le noir. Par voie de conséquent, la population, enfin dans le noir de communication, hein, bien sûr, je pense que la prochaine fois, ce sera vraiment pour la mettre dans le noir pour un bon moment et permettre l'attaque des forces russes. Donc tout ça, c'est ridicule, c'est risible, on n'est absolument pas dans une rhétorique intelligente, même si on n'est pas pro-russe, hein, il faut réfléchir, est-ce qu'en face de nous, on a des gens compétents ou pas? Quand on voit ce que nous proposent des gens comme Jacques Beau, des gens comme Scott Ritter ou encore mieux le colonel McGregor aux États-Unis, on nous dit bien que l'armée russe est en train de se renforcer, qu'elle va déployer des matériels encore plus nombreux, plus modernes que ceux qu'elle a utilisés jusqu'à maintenant pour mener une grande offensive d'hiver à un moment ou à un autre. Mais alors, face à elle, on va vous répondre que comme on voit que cette Russie est de plus en plus meurtrière à l'égard de l'Ukraine, il faut renforcer les aides occidentales, aussi bien en milliards d'euros qu'en milliards de dollars, et puis surtout en armes. Oui, alors là, c'est pareil, on est dans une espèce de système d'inversion, alors non pas accusatoire, mais rhétorique, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui que l'armée française ne peut plus rien fournir. Alors, j'ai vu passer cette semaine, en début de semaine, qu'on allait peut-être du coup ressortir d'anciens obusiers de 155 pour les fournir à l'Ukraine. Bon, je ne sais pas avec quelles munitions, vu ce qui nous reste. L'Allemagne a dit pareil qu'elle était. Alors, les Allemands, dans les révélations, hein, depuis le début de la semaine, ils sont très forts. Après les aveux de Madame Merkel au sujet des accords de Minsk, on a la Bundeswehr la semaine dernière qui nous disait bah, en fait, ça fait 4 ans qu'il y a une crise de munitions dans la Bundeswehr, donc on voit mal ce qui va leur rester à envoyer à l'Ukraine. On avait parlé de ce qui se passait sur les obusiers automoteurs Panzerhaubitze 200 là, qui sont obligés d'être vampirisés pour continuer de fonctionner. Donc voilà, hein, ça ne va pas aller loin. On sait qu'aux États-Unis, c'est pareil. Ils sont arrivés à l'os, eux, de leur côté, sur leur stock stratégique de munitions de Ça paraît quand 155 même millions. assez surprenant parce qu'on parle toujours du complexe militaro-industriel américain. On a du mal à penser qu'aujourd'hui, il n'est plus d'armes à fournir à l'Ukraine. Ah, bah, c'est pas si étonnant que ça quand on suit sa stratégie depuis 20 ans. Le complexe militaro-industriel américain, il a fourni au gouvernement et aux soldats américains les moyens de mener une guerre contre le terrorisme. Voilà. Donc une guerre dans laquelle vous tirez, quand vous tirez 2000 obus par jour, c'est Fallujah dans l'opération Phantom Fury. Voilà, c'est le maximum, hein. Aujourd'hui, on en est à 2000 obus par jour sur le front pour l'armée ukrainienne. Donc si vous voulez, c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a dimensionné des forces occidentales dans un problème qui était celui de la guerre contre le terrorisme. On le voit aussi avec l'armée française. L'armée française n'avait pas des problèmes de munitions au Mali parce qu'on luttait contre des groupes djihadistes dans les confins du désert. Là, on nous demande d'aider une armée qui mène une guerre du niveau de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, hein, si on veut se rappeler à des choses un peu moins éloignées dans le temps. Donc voilà, donc nos armées, alors ça pose d'autres questions. Pourquoi l'OTAN nous a-t-il laissé dans une situation
qui ne nous permet pas les uns les autres de faire face à autre chose que la guerre contre le terrorisme. Hein, personne n'avait-il envisagé un jour le retour de la guerre à haute intensité quelque part dans le monde? Bien sûr que si, et à commencer par les Américains vis-à-vis de la Chine. Hein, mais on voit qu'aujourd'hui, tout ça n'est pas prêt, et les Américains le savent. Les Américains sont en train de restructurer leur armée de terre, hein, et leur marine à l'horizon 2035-2050 et pas avant. Donc pour le moment, ils ne sont pas en capacité de mener une guerre de haute intensité, même par proxy, contre la Russie. Ils sont limités par leurs moyens parce que personne n'envisageait que ce genre de choses puisse arriver aussi vite. Hein. Le conflit avec la Chine n'est pas prévu pour les experts américains avant 2035. Donc voilà, ça laisse d'ailleurs, on se dit, les Chinois devraient en profiter pour s'emparer de Taïwan sans coup férir. C'est le bon moment. Hein, il n'y aura pas beaucoup de résistance et de moyens en face. Hein, donc voilà, c'est comme ça. Il faut arrêter de croire que ça va changer. Parce que là, ce qui est terrible, c'est qu'on fait croire ça aussi aux soldats ukrainiens, on fait croire ça à la population ukrainienne, alors que malheureusement, ce n'est pas ça qui est en train de se produire. Et ce n'est pas ça qui va se produire dans les semaines qui viennent. On a eu, côté américain, le général Petraeus, que tout le monde connaît à cause de la guerre en Afghanistan, hein, qui était un grand admirateur du général Bijard, qui nous dit voilà, il faut faire la coalition of the willing, hein, rassembler tous ceux qui veulent pour entrer en Ukraine, sauver l'Ukraine, hein, donc les États-Unis, les Polonais, les Roumains, et pourquoi pas l'armée française. Sauf que ce monsieur, il a oublié de nous expliquer. Bien sûr, il ne le fait pas parce qu'il est bête, mais il le fait parce que s'il nous le disait, on se rendrait compte de la supercherie. Il a oublié de nous dire que pour déployer une force militaire capable d'intervenir en Ukraine, si on le souhaitait, il faudrait au minimum 4 à 5 mois de préparation en Pologne, en Roumanie et dans les pays baltes. Il faut se rappeler que pour mener l'opération Desert Storm, il a fallu 4 mois de montée en puissance d'une armée américaine qui sortait de la guerre froide pour y parvenir face à l'armée irakienne. Donc là, si demain on se dit, tiens, on va aller aider les Ukrainiens à sauver leur indépendance face à l'armée russe, mais il faudra minimum, à mon avis, 6 mois, et non même pas 4 ou 5, pour arriver à déployer les forces nécessaires avant de rentrer sur le théâtre ukrainien, ce qui signifie que ces déclarations, ce sont des grands mots, ce sont des grands principes qui sont agités devant les peuples européens et devant le peuple ukrainien, malheureusement, mais qui n'auront jamais d'effet sur le terrain. Alors, si on vous suit finalement par rapport aux grandes annonces sur les livraisons d'armes occidentales à l'intention de l'Ukraine, on voit que finalement l'Ukraine en a reçu beaucoup moins que ce qui était prévu. Et certains criminologues tirent également la sonnette d'alarme sur le fait qu'une partie de ces stocks sont aussi détournés et n'arrivent pas à destination. Oui, alors on a franchi un cap qualitatif sur les gens qui dénoncent ça, parce qu'on pourra toujours vous dire que tel criminologue, tel analyste ici est à la solde de Moscou, hein, j'en sais quelque chose. Sauf que maintenant, il y a un petit problème dans le narratif, c'est que c'est un volontaire britannique de la Légion internationale qui nous l'explique par le menu. Hein, il y a une vidéo qu'on a publiée avec Veille Stratégique il y a quelques semaines, il y a 15 jours maintenant, qui donc présente ce volontaire qui raconte par le menu ses aventures en Ukraine et qui aborde notamment ce problème des armes. Hein. Il nous raconte comment, quand sa compagnie a été prête à partir au combat, vers la ligne de front, ils ont monté les hommes dans des camions, ils ont monté dans 2 camions toutes leurs armes lourdes, hein, les armes anti-chars Javelin, Henlo, les armes anti-aériennes Stinger, les mitrailleuses lourdes et bien sûr toutes les munitions qu'il faut pour faire fonctionner tout ça. Malgré la présence de checkpoints de plus en plus proches les uns des autres à la mesure qu'ils arrivaient près du front et donc contrôlés par ce qui est l'équivalent des forces de gendarmerie ukrainiennes, eh bien, quand ils sont arrivés au front, les 2 camions avec leurs armes lourdes et les munitions avaient tout simplement disparu. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas à se poser la question. Au sein même de l'armée ukrainienne, sur les zones arrières, on a des gens qui détournent le matériel et qui le font passer dans des réseaux mafieux. On a des chefs d'État africains, il y a 15 jours, qui s'en sont ouverts publiquement, hein, en disant qu'on en avait retrouvé en Afrique subsaharienne. Hein, donc ça, on imagine le voyage qu'elles ont pu faire. On en trouvera probablement ailleurs. On sait qu'il y a, le colonel Beau l'a expliqué, on sait qu'il y a des catalogues sur PDF qui circulent sur le Darknet où les gens peuvent faire leurs courses. Hein. Donc, si vous avez pour Noël un vœu particulier
Hein, si vous êtes strasbourgeois et que vous voulez casser des voitures un petit peu différemment, vous pouvez vous acheter un Javelin. Bon, ça vous coûtera 45 000 $, mais ça changera du cocktail Molotov traditionnel. Vous rentrerez dans la modernité. Bon, Voilà. évidemment, Donc, c'était une blague. C'était une blague. bien sûr, c'est une blague. Mais c'est pour dire qu'on en est arrivé à des choses comme ça et que on sait. CBS cet été nous avait dit que c'était 30% qui étaient détournés. On pense qu'aujourd'hui, c'est plus de 50 voire 60% des armes qui n'atteignent pas la ligne de front. Donc, ça complique encore plus les problèmes qu'ont les soldats ukrainiens qui font face donc à la supériorité de l'artillerie russe. Si en plus ils n'ont pas le matériel que les Occidentaux leur envoient qui arrive à destination, eh bien, ça explique finalement cette attrition des hommes. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'armée française à Verdun en 1916, c'est qu'à défaut d'artillerie lourde, eh bien, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est la poitrine des hommes pour arrêter l'ennemi. Hein, voilà à quoi nous réduisons le soldat ukrainien aujourd'hui. Hein, c'est dire son courage et sa valeur de continuer d'accepter ça dans ces conditions-là. Hein, parce que là, c'est vraiment terrifiant d'envisager cette mécanique en ce début de 21e siècle. Alors, je vais être un peu taquine, mais si on imagine qu'il y a près de la moitié des armes qui sont détournées, qui n'arrivent pas à destination, est-ce qu'on peut imaginer que les fonds, les finances qui sont envoyées à l'Ukraine sont également détournées? Je vous vois sourire. Je pense que oui. Hein. Comme je disais tout à l'heure, les Pandora Papers nous avaient déjà prévenu de la personnalité de Volodymyr Zelensky il y a quelques années avant que la guerre commence, enfin que cette partie de la guerre commence. Hein, puisque je rappelle toujours, la guerre en Ukraine, elle a commencé en 2014, pas en 2022. Donc on savait qui était Volodymyr Zelensky au niveau des Pandora Papers. Il est accusé de détournement de fonds dans des proportions qui sont madoffiennes, si on peut dire. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, l'aide financière doit subir le même sort que celui des armements. Hein. On a vu avec l'histoire de FTX qui a probablement en plus, c'est pas simplement l'argent qui est envoyé là-bas n'arrive pas aux fins pour lesquelles il a été envoyé, mais c'est qu'aussi cet argent passe vers l'Ukraine dans un système de blanchiment par rapport à sa provenance en Occident, hein, ce qui pose beaucoup de problèmes au fils de l'actuel président des États-Unis, M. Hunter Biden, hein, qui joue un rôle, semble-t-il, clé dans ce circuit de blanchiment d'argent à travers l'Ukraine. Donc voilà, l'Ukraine, je le rappelle, hein, donc est un des États les plus corrompus du monde. Avant le début de l'opération militaire spéciale, il n'y a malheureusement aucune raison objective pour imaginer que la situation a changé depuis le 24 février. Bien au contraire. Alors, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, Sylvain Ferreira, globalement, on a le sentiment, alors c'est peut-être qu'un sentiment et c'est peut-être que notre sentiment, mais on a quand même le sentiment que les médias occidentaux, les médias mainstream, comme on dit, du système, sont globalement unanimes et tous en faveur, non pas du peuple ukrainien, mais aussi du régime de Kiev et donc de Volodymyr Zelensky, ce qui n'est pas tout à fait pareil, puisqu'encore une fois, les populations civiles, elles n'ont rien demandé et ce sont elles qui souffrent à l'heure où nous parlons. Et on voit dans les médias français parfois des propos qui sont tenus et qui sont absolument délirants. Et je vous propose d'écouter à ce sujet-là ceux qui sont tenus par une personne qui est régulièrement invitée sur LCI, et LCI qui s'est quand même bien illustré depuis le début du conflit. C'est une certaine Alla Poedi. Elle est présentée comme une analyste ukrainienne. Je vous propose de l'écouter. Ce centre culturel russe qui est honteusement planté en plein cœur de Paris et qu'on passe à travers, c'est infesté par les espions russes. On les voit partout. Quand vous voyez qu'il y a 200 000 jeunes hommes russes qui quittent le pays pour ne pas être enrôlés, cela aussi, vous les mettez comme en prison? Cafards. Voilà, ils quittent le pays comme les cafards. Alors voilà, Alla Poedi propose donc de raser le centre culturel russe. Alors pas la cathédrale, hein, elle est trop aimable, elle veut bien laisser la cathédrale orthodoxe, mais par contre le centre russe qui est illégal selon elle, il faudrait le raser. Et les Russes, eux, sont des cafards. Oui, bah écoutez, on avait évoqué ça dans la précédente émission sur le côté complètement hystérique et paroxystique de la propagande qu'on nous inflige ici en France. Hein. Il faut comprendre que quand on compare, moi j'écoute beaucoup Sky News, la télévision de Rupert Murdoch, et puis aussi de l'autre côté Fox News aux États-Unis ou CNN.
en France, on est champion du monde, hein, c'est-à-dire qu'on n'a personne de ce niveau-là, même du côté anglo-saxon, pro-Ukraine, hein, ça n'existe pas. Il n'y a qu'en France qu'on a ce phénomène et puis ce genre de personnages, hein, qui sont des analystes comme moi, je pense, je ne sais pas, spécialiste en charcuterie, voilà, je ne sais pas. Ces gens-là, d'où ils sortent, comment on les a sélectionnés, et surtout, parce que vous pouvez faire venir des experts ou des analystes, mais à un moment donné, ce qui pose problème, c'est la réaction du journaliste en plateau. Hein, c'est-à-dire que là, c'est une question de déontologie journalistique où on devrait, si ces personnes tiennent de tels propos, avoir une réaction immédiate de la part du journaliste pour dire, mais bon, madame, monsieur, je vous interdis de prononcer ce genre de choses sur un plateau de la télévision française. Alors que là, C'est justement, on se acceptable. rend compte précisément avec cette séquence que c'est un autre chroniqueur, en l'occurrence du Figaro, qui vient lui dire quand même, vous voyez bien que là, il y a un problème, vous êtes en train de parler du peuple russe et pas uniquement du gouvernement russe, etc., etc. Mais sur LCI, en revanche, personne ne prend la parole pour lui dire, enfin, vous pouvez pas traiter une population de cafards, quoi. Ah ben non, non, ça ne dérange plus personne. On est passé dans un autre monde, hein, comme l'a expliqué, je crois, Gilles Casanova sur RT France il y a quelques semaines. On n'a jamais vu ça pendant la guerre froide, jamais. C'est-à-dire qu'on faisait bien la distinction entre les peuples d'Union soviétique, hein, pas seulement le peuple russe, et les soviétiques et le système soviétique et le bolchevisme ou le communisme international, comme on voudra. On distinguait bien les choses, on était sur un combat idéologique, on n'était pas dans l'essentialisation des peuples. Hein, on laissait la porte ouverte. Et ce qui est très intéressant pour moi dans cette problématique, et qu'il faut rappeler par rapport à la guerre froide, c'est qu'on voit que finalement, la guerre froide, ce n'était pas forcément qu'une guerre contre le système soviétique. Il y avait quelque part en gestation une haine profonde qui remonte au-delà du communisme au peuple russe et aux Slaves en général, de la part des Occidentaux. Et je pense que sous couvert d'antisoviétisme, sous couvert d'anticommunisme tout à fait légitime et tout à fait entendable, beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup de gens nourrissaient déjà un sentiment profondément anti-russe avec ce côté, bon, c'est des moujiks, hein, c'est pas autre chose, c'est des gens brutaux, c'est des gens sans culture, hein, bien sûr, hein, personne ne pourrait dire que Dostoïevski ou je ne sais quel autre grand auteur, ou Pouchkine, etc., ont participé à la culture occidentale. Bref, on a eu ça, et d'ailleurs ça se voit du côté militaire aussi, c'est-à-dire qu'on a eu pendant des années ce côté, ah bah oui, mais à part le nombre, etc., hein, ils ne savent pas faire grand-chose, il n'y a que la force brutale, hein, alors qu'on sait aujourd'hui qu'ils ont inventé l'art opératif et que c'est grâce à ça qu'ils ont vaincu la Wehrmacht, et je pense que ça aussi on leur fait payer sur les plateaux. C'est-à-dire que nos experts militaires ont été obligés pendant la période de 91 à 2014 de reconnaître aux soviétiques et aux russes, donc par voie de conséquence, une certaine forme de supériorité intellectuelle militaire, et bien là, ils se déchaînent à nouveau, hein, parce qu'on a vu aussi le général Yakovlev, hein, qui lui nous propose littéralement, qui suggère que, oh, bah, écoutez, les Ukrainiens pourraient tirer sur le prochain défilé militaire sur la place rouge, puisque c'est une cible légitime selon lui, hein, en oubliant qu'autour du défilé, il y a des milliers, des centaines de milliers de civils, de moscovites qui n'ont rien demandé à personne. Voilà, donc c'est Et du délire. pendant qu'on parle de ça, Sylvain Ferreira, ça me rappelle aussi cette vidéo de Volodymyr Zelensky, qui je crois n'est pas encore président d'Ukraine, et qui est interrogé sur un plateau de télé au moment de la première phase de cette guerre en Ukraine, c'est-à-dire 2014-2015, et où il se moque littéralement de la population de Crimée qui n'a plus l'eau courante. Et donc, Oui. il s'arrose le visage d'une carafe d'eau en expliquant ah, c'est génial, c'est de l'eau, etc. Et cet homme, aujourd'hui, revendique la récupération de la Crimée, donc d'un Oui. peuple dont il s'est moqué alors même qu'il souffrait de soif et du manque d'eau courante. Ah bah oui, bien sûr. Et avouons ainsi qu'il est légitime quand c'est les Ukrainiens qui vous coupent le robinet d'eau potable. Là, il n'y a pas de problème. Personne ne s'est offusqué entre 2014 et 2022 que les Criméens n'aient plus accès à l'eau potable par le fait de leur annexion à la Russie. Hein, ça ne gêne personne. Là, il n'y a pas de dialectique sur oh là là, c'est un crime de guerre, c'est des méthodes brutales pour assoiffer une population. Ça, on ne l'a pas entendu pendant ces années-là. Et oui, effectivement, ces gens-là se moquent
des gens. On a des témoignages sur les populations qui sont dans la zone de front, dans l'oblast de Donetsk et de Lugansk, qui disent que les Ukrainiens n'ont aucune espèce de précaution et de prudence à leur égard. C'est-à-dire que pour eux, ce sont des séparatistes, quoi qu'il arrive. Ce ne sont pas leurs frères, ce ne sont pas des gens qui appartiennent au même peuple qu'eux, donc ils ne prennent aucune précaution avec eux. Donc ça aussi, ça nous démontre ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a deux Ukraines, peut-être même trois, et qu'elles sont malheureusement devenues irréconciliables depuis 2014. Voilà, c'est tout. Ce qui est fou, c'est que nous, ici en Occident, au lieu d'être des facteurs de réunion, des facteurs de paix, on est des facteurs, là, et en plus nous Français, hein, c'est-à-dire qu'on est complètement aux antipodes de ce qu'on a eu comme rapport avec la Russie depuis le début du XXe siècle. Hein, on a eu quand même une longue amitié avec ce pays, une amitié qui a été payée dans le sang pendant la Première Guerre mondiale, il ne faut jamais l'oublier, une amitié qui a été rappelée par le général de Gaulle dans la vision qu'il avait de l'équilibre géopolitique du monde, hein, parce que là, on arrive au 25 décembre, hein, bientôt, et il ne faut pas oublier le voyage de fin d'année 1944 du général de Gaulle pour aller voir Staline, pour rééquilibrer par rapport à ce que De Gaulle faisait vis-à-vis des anglo-saxons. Hein. Donc, on est sorti de cette prudence, on est sorti de cette mesure, et c'est lamentable de la part de certains Français de se vautrer, hein, excusez-moi du terme, dans ce genre de choses, au lieu d'essayer d'aider à faire avancer la paix pour ces deux peuples, et puis pour rapprocher à nouveau l'Europe de la Russie, qui est un membre de la grande famille européenne. Alors justement, Sylvain Ferreira, on va terminer cette émission avec la seule grande question qui vaille finalement, comment faire la paix et remettre la paix en Ukraine. Depuis le début du conflit, on a vu qu'il y avait eu des tentatives, beaucoup avaient échoué. On se rappelle qu'une avait pas mal avancé et qu'elle avait échoué par l'intervention de Boris Johnson, qui était encore au pouvoir en Grande-Bretagne. Et la dernière fois qu'on s'était parlé, Sylvain Ferreira, on avait assisté également à des discussions très discrètes entre les patrons des renseignements respectifs de Russie et des États-Unis d'Amérique. Depuis, on a le sentiment que les tractations sont plutôt très, très calmes. Qu'en est-il réellement ? Écoutez, quand on s'est quitté sur la dernière émission, on me l'a assez fait commenter et commenter. J'ai dit qu'il y aurait une négociation et qu'elle se ferait sans les Européens. Et je le confirme, hein, ce qu'on vient de dire le prouve encore plus. C'est-à-dire que quand vous avez les délires, les bouffées délirantes d'Emmanuel Macron, vous pensez bien qu'au Kremlin, on rit jaune et qu'on n'a pas envie de discuter avec ces gens-là. Quand vous avez les révélations de Madame Merkel qui vous explique ce qu'elle a fait des accords de Minsk et pourquoi elle les a signés, vous pensez bien, là encore, qu'on a passé un cran supplémentaire dans la rupture entre les diplomates occidentaux et russes. Il reste les États-Unis qui peuvent jouer toujours, parce que bien évidemment ça reste un acteur majeur à l'échelle mondiale, qui peuvent toujours donc reprendre la main. Si je peux me permettre, pardon de vous interrompre, mais ça semble quand même être un comble que les États-Unis, eux, avec la puissance qu'ils ont au sein de l'OTAN et donc la responsabilité, disons-le, que certains leur attribuent dans ce conflit, ils soient encore en position de faire la paix. C'est quand même fou. Alors, c'est pas qu'ils vont faire la paix, c'est que ce sont les seuls avec lesquels les Russes accepteront toujours de parler, parce que dans le grand jeu moderne où les Américains ont remplacé les Anglais par rapport au 19e siècle, les Russes savent qu'ils sont obligés de parler avec eux, hein, même si effectivement la situation fait que les Américains sont dans une position qui est très faible, hein, ça faut être clair, elle est très faible. Alors aujourd'hui, il restera toujours deux autres acteurs, hein, c'est-à-dire les Turcs et Israël, notamment parce qu'en Israël, le retour, je vais pas dire l'arrivée, le retour de Benjamin Netanyahou, qui a été, bon, certes, poussé par des voix venant des partis d'extrême droite, mais aussi de l'électorat d'origine russe, il ne faut pas l'oublier, hein. La très grande majorité des Juifs israéliens d'origine russe ont voté pour Benjamin Netanyahou et attendent de sa part de revenir d'ailleurs sur ce qu'avait fait son prédécesseur, qui s'était un peu détaché de la diplomatie avec la Russie, d'y revenir. Et donc je pense que si une paix doit être mise en œuvre en Ukraine à un moment ou à un autre, on aura la Turquie, ça c'est
incontournable. On aura éventuellement Israël, qui servira peut-être d'intermédiaire pour les États-Unis ou qui viendra peut-être en son nom propre, entre guillemets, hein, surtout qu'il y a beaucoup de problématiques aussi qui lient la Russie avec l'Iran et donc les problèmes qui concernent l'Iran et Israël. Et les États-Unis devront y participer, mais ils seront en situation effectivement de très grande faiblesse pour faire valoir quoi que ce soit. Et alors, toute dernière question, est-ce que la paix peut se faire avec Volodymyr Zelensky? Alors là, c'est une question qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que je pense que les Russes sont peut-être les derniers sauveurs de Volodymyr Zelensky à terme. C'est-à-dire que si on prend ce qu'on disait la dernière fois sur les alliés des États-Unis dans l'histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même des fois pour certains avant en Amérique latine, les Américains se débarrassent toujours, hein, on a vu Noriega, etc., même Saddam Hussein d'une certaine manière, être liquidés quand ils ne jouaient plus le rôle qu'on leur demandait de jouer. Et là, je pense que Volodymyr Zelensky peut être sauvé par les Russes de ce sort si, à un moment ou à un autre, entre guillemets, les Russes arrivent à physiquement lui mettre la main dessus pour le protéger. Parce que vu l'entourage d'ultranationalistes néo-nazis qui entourent Volodymyr Zelensky, qui lui ont promis une balle dans la tête s'il mettait en place les accords de Minsk quand il a été élu, bon, c'est très, très compliqué pour lui. Je ne pense pas que les Russes veuillent l'éjecter forcément. Je pense que dès le départ, ils souhaitaient d'ailleurs le faire participer. Et si les Slaves peuvent s'entendre entre eux, ça peut nous échapper en termes de communication, en termes de symbolique, mais ça peut très bien s'entendre pour eux. Il faudrait donc que finalement Zelensky comprenne que pour sa survie, il vaudrait mieux s'émanciper du joug occidental. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Il faudrait effectivement qu'il se produise un électrochoc et qu'il en ait les moyens pratiques, hein, parce que à la porte, il faut bien comprendre que la Pologne gratte à la porte de son côté, hein, que les Roumains et les Hongrois aussi observent ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt pour essayer de récupérer des territoires qui ont été perdus il y a pour certains plus de 100 ans aujourd'hui. Donc voilà, là, il y a des enjeux qui sont colossaux sur la table pour l'avenir de l'Ukraine et pour l'avenir de Zelensky lui-même et d'une partie de la classe politique ukrainienne. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain Ferreira, d'avoir accepté de participer à cette émission. À distance, on espère que votre petite va se rétablir, puisque c'est ce qui a expliqué que vous pouviez pas venir à Paris. En tous les cas, merci beaucoup pour vos explications toujours très claires. Je suis ravie d'avoir terminé cette année de Samedi Politique à vos côtés. Je suis ravie aussi d'avoir passé cette année de Samedi Politique à vos côtés à tous. J'espère que ce dernier numéro vous aura plu et puis je vous donne rendez-vous en 2023. En attendant, je vous souhaite à tous, à vous Sylvain Ferreira, à votre famille, mais aussi à tous nos téléspectateurs, un très joyeux Noël en attendant de se retrouver en 2023.